je vais vous présenter, vous partager mon expérience dans cette méthode pour devenir leader de soi et leader des autres dans le contexte actuel des organisations. Et vraiment, cette méthode fait partie de mon ADN de facilitatrice des transformations au niveau humain et culturel. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de Deep Sense que j'ai créé avec cette conviction que l'humain et l'économique pouvaient se concilier au mieux pour une performance durable. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir ce moment de partage avec vous. Et je vais d'emblée passer à la première slide. Première slide. OK. Donc voilà. Donc pour cette méthode a été créée par Will Schutz, voilà. Et en fait, j'ai déjà une longue histoire avec lui. Pour tout vous dire, j'avais 18 ans en 68, donc je suis une bonne 68arde. Et Will Schutz lui-même l'était aussi. Et il a co-créé le Centre des Salines en dessous de San Francisco, qui était vraiment le centre d'émergence de tout ce courant de la psychologie humaniste à ce moment-là, avec la bioénergie, la Gestalt, les premières expériences de training group. Et puis, il a formalisé cette démarche et je dirais, il a conçu et développé cette méthode que je vais vous présenter. Et c'est en 1999 que j'ai eu la chance de le rencontrer, alors là directement et personnellement, lors de ma certification pour pouvoir faciliter cette méthode. Alors, la finalité, le pourquoi de cette méthode, la finalité, vous voyez, c'est une méthode qui permet de développer et valoriser tout le potentiel humain, tant au niveau des personnes, des équipes que d'une organisation. La finalité est très large, développer le potentiel humain au niveau des personnes, des équipes et de l'organisation en vue d'accroître les performances individuelles et collectives. Alors l'intérêt, c'est que vous voyez que ça permet d'intégrer dans une approche systémique tant les personnes que les équipes et l'organisation, et donc de pouvoir avoir une approche au niveau global et donc ça a un intérêt sur les résultats que nous pouvons en tirer. Alors, je voudrais commencer par vous permettre à chacun d'être présent dans votre réalité, à vous chacun dans je dirais, votre fonction, votre job, votre activité, et donc de s'ancrer vraiment dans votre perception du monde d'aujourd'hui. Parce que je pense, c'est ma croyance, que nous sommes à un moment vraiment de grande mutation, tant au niveau économique que culturel, à tout niveau, que social. Et donc, cette transformation dans le monde impacte le monde des entreprises et des organisations également, et qui booste toutes les organisations, toutes les entreprises à se remettre profondément en question, à se transformer. Or, ma croyance, c'est qu'on ne transforme pas une organisation. Ce sont les hommes et les femmes dans les organisations qui ont à se transformer. Et donc, nous sommes là au cœur de l'enjeu humain, ce challenge humain, ce défi de cette transformation technologique, mais il ne suffit pas, qu'il faut également une transformation managériale et donc réinventer ou développer notre leadership pour devenir plus agile dans un monde en changement permanent. Et puis également de vous permettre de vous recentrer aussi sur chacun de vous, sur vos enjeux, sur les enjeux managériaux. Je dirais que vous soyez manager, cadre dans une entreprise, que vous soyez RH, que vous soyez coach, avec toutes vos postures professionnelles. Quelle est votre perception? Qu'est-ce qui vous paraît le plus challenging, le plus à gérer dans une posture de manager? Et je vous ai repris ici sur le slide, vous pouvez lire toute une série je dirais, d'enjeux que d'ailleurs dans mon expérience je rencontre aussi dans les entreprises et dans lesquels sans doute les uns et les autres vous vous sentez peut-être sentis challengés à certains moments. Comment créer une dynamique collective alors que chacun est tenté par le repli sur soi? Comment jouer la confiance et être moins en contrôle quand on est inquiet et qu'on a justement plus tendance à avoir envie de contrôler? Comment éviter l'épuisement quand on demande toujours plus? Comment donner la reconnaissance alors qu'il y a moins de leviers? Et les leviers financiers et les moyens, c'est toujours faire plus avec moins. Et donc, c'est comment créer aussi un esprit positif dans un climat qui peut paraître
morose à certains moments. Voilà. Et donc aussi un enjeu très important, c'est qu'on demande l'innovation, la créativité, mais que le droit à l'erreur n'est pas toujours quelque chose qui est accepté. Donc c'est mettre les personnes et se vivre soi dans des injonctions paradoxales qui sont source vraiment de stress et de tension. Et donc, j'en arrive au quoi de cette méthode qui, justement, permet d'aborder et de gérer tous ces aspects émotionnels. Vous voyez là, j'aime bien la photo de l'iceberg et en fait se rendre compte que tant qu'on reste, je dirais, à la surface visible, au niveau des comportements, au niveau des faits, au niveau de l'observable, nous ne nous donnons pas vraiment les moyens de transformer vraiment nos modes de comportement, nos modes de pensée. Et donc, on fait du plus de la même chose, mais sans vraiment être créatif et aborder des changements plus fondamentaux. Donc là, il y a un enjeu fort là au niveau humain, c'est que si nous voulons vraiment nous donner les moyens et développer une capacité pour aborder les problématiques complexes actuellement, mais ça demande d'avoir le courage d'aller un peu explorer en dessous de la ligne de flottaison et d'apprendre à mieux se connaître dans sa manière de se comporter, euh, puisque nos comportements sont drivés par nos sentiments, par nos peurs, et nous y reviendrons. Donc, c'est une méthode d'apprentissage personnel. Ça veut dire que et transformationnel, c'est-à-dire élargir le champ de la conscience de moi et la conscience des autres pour élargir aussi mon champ d'options dans ma manière de me comporter et de penser. Donc, c'est pour ça que je dirais le jargon, c'est de dire un apprentissage transformationnel plutôt que simplement une technique qu'on va tenter d'appliquer en faisant plus de la même chose, mais sans vraiment arriver à des résultats suffisamment marquants. Alors, nous sommes au comment, hein, et le comment, en fait, comme je vous ai dit, ça touche à des compétences émotionnelles, à de l'intelligence émotionnelle. Donc, il faut savoir que le temps d'apprentissage dans ce champ-là de compétences est beaucoup plus lent que l'apprentissage qu'un apprentissage au niveau intellectuel, au niveau rationnel. Donc, c'est pour ça que si vous voulez arriver à un résultat, un changement suffisamment marquant, c'est important de se dire que c'est s'engager dans un processus avec des étapes qui permet de faire une boucle d'apprentissage. Et donc, c'est aussi assez inconfortable, il faut le reconnaître. Pour ça demande du courage, de sortir de sa zone de confort, de ce que je sais, de ce que je connais, de mes habitudes, et me challenger pour aller explorer, et donc dans une matière première qui me concerne moi, qui me concerne. Donc, c'est pour ça que c'est très important, et vous voyez, je dirais dans le slide, j'ai mis poser le cadre apprenant-protecteur. C'est pour ça que c'est très important quand on s'engage dans un apprentissage de ce type de compétences humaines, de mettre un cadre protecteur. C'est vraiment que chacun, se dire que nous sommes chacun les mieux placés pour savoir jusqu'où nous ne voulons pas aller trop loin dans le partage de choses de nous-mêmes. Donc ça, c'est très important. Et c'est aussi apprendre à faire confiance. Et je dirais chaque fois, moi, dans ce rôle de facilitatrice, c'est quelque chose qui est excessivement important pour moi. C'est chaque fois de faire confiance à cette capacité que chacun de mettre le curseur là où c'est l'endroit juste pour se respecter et soi-même dans cette dynamique de connaissance de soi. Ensuite, le parcours, je vous ai mis là sur le slide, vous voyez les grandes étapes qui sont les deux piliers d'une transformation personnelle. Si je veux justement dans cet apprentissage transformationnel aller, je dirais, au-delà du connu, mais il y a deux piliers. C'est que je dois développer la conscience de moi et être plus attentif aussi et un regard plus empathique, plus ouvert vis-à-vis des autres. Et puis un deuxième principe, nous y reviendrons aussi, c'est le principe du choix. Si je me dis que de toute façon tout est comme ça et que ça restera toujours comme ça, mais alors autant ne pas investir dans mon temps, mon énergie dans ce type d'apprentissage. Donc avec ces deux piliers, eh bien, à ce moment-là, je dirais, nous sommes prêts à entrer vraiment dans cette connaissance de soi. Hein, vous vous souvenez de l'iceberg, avec explorer comment fonctionne cette logique des comportements humains, comment elle fonctionne avec les ressentis. Et pour arriver au cœur de soi, au cœur de ce qui fait aussi la performance, c'est l'estime de soi.
Et donc, de se rendre compte que je vais me comporter différemment si je suis à un moment donné où je suis en estime de moi positive. Je vais pas avoir les mêmes comportements que si je suis en estime de soi négative. Si je me dis que je suis nulle, que les autres sont mieux que moi. Bon, 36 messages comme ça que je me dis à moi-même. Je vais pas avoir le même comportement. Ça, c'est clair. Donc, l'enjeu à ce moment-là, et c'est la dernière étape, c'est de voir comment je vais fortifier mon estime de moi et comment je vais aider l'autre aussi à fortifier son estime de lui-même pour justement sortir de mes comportements défensifs et devenir plus agile, c'est-à-dire me sentir libre de choisir le comportement que je trouve le plus adapté, le plus adéquat dans la situation actuelle. Voilà, donc maintenant on a vu le pourquoi, le quoi et le comment. Et avant de s'engager, je vais en fait maintenant le reste de l'intervention, ça va être d'entrer, mais ce sera un survol sur l'ensemble de ces concepts. Et pour ça, je vais commencer par une question que je vous pose et que voici. Ah, je dis. Donc voilà. Donc la question que je pose, c'est quel problème professionnel, dans les problèmes professionnels, d'après vous, quelle est la proportion qu'il y a entre les problèmes techniques et les problèmes humains? Quelle est votre réponse là? Oui, les propositions qui vous sont faites, 20 sont des problèmes techniques et 80 des problèmes humains, ou bien 50-50, ou bien 80 les problèmes techniques et 20 les problèmes humains. Alors, les 20-80, vous connaissez peut-être la loi des 20-80, c'est juste pour marquer que si vous donnez plus la priorité à l'un ou l'autre de ce type de problème. Voilà. Alors, quelle est votre perception et d'après votre vécu et votre réalité professionnelle vécue au jour le jour? Voilà. Alors, dites-nous ce que vous en pensez, votre perception à vous dans cette proportion. Alors, encore une autre réponse. Voilà. Encore, nous attendons encore les dernières réponses. Encore quelques réponses et puis nous allons voir s'afficher le résultat, votre résultat. Alors, que voyons-nous? La majorité, donc les 63%, 22 techniques et 80 d'humains, voilà. 22, 50, 50. Et alors, 2% seulement qui disent que les problèmes techniques sont plus importants que les problèmes humains. Écoutez, merci d'avoir participé, d'avoir répondu. Et en fait, je vais vous dire que ces proportions sont en général celles rencontrées. Et pour, et pour moi qui pose qui pose la question, attendez, c'est le slide suivant normalement. Voilà, et qui pose la question justement, parce que j'ai encore une question à vous poser justement. Donc, la majorité d'entre vous estiment que les problèmes sont d'abord des problèmes humains avant des problèmes techniques. Ma question est, qu'est-ce que vous trouvez plus facile à résoudre, les problèmes humains ou les problèmes techniques? Donc là, en général, les réponses qui sont données sont de dire que ce sont les problèmes humains qui sont les plus difficiles à résoudre. Et je partage cet avis. C'est les problèmes humains parce qu'ils sont complexes. Souvent, les problèmes techniques, ils sont compliqués. C'est-à-dire, ok, la réponse ne se trouve pas comme ça, mais ça peut demander un effort, des études, mais c'est du compliqué. Tandis que les problèmes humains, c'est complexe parce que c'est dans une logique irrationnelle qu'il faut apprendre à appréhender. Donc voilà. Et Will Schutz, voilà, il est de votre avis en disant que 80% des problèmes professionnels techniques n'en sont pas vraiment, parce qu'en fait, ils sont plus des problèmes liés à notre difficulté de communiquer de manière ouverte, responsable et constructive. Et que nous avons les uns les autres tous appris en fait à ne communiquer que souvent très en surface. Parce qu'il y a beaucoup de choses que moi je n'ose pas dire à certains moments parce que je me dis je vais déplaire à l'autre, donc je vais pas risquer d'y déplaire, donc je vais rien dire, ou bien je vais
ce serait pas stratégique d'aller dire à mon chef que je trouve que c'est pas un bon chef, ou bien je peux aussi, à certains moments, ne pas me sentir en confiance et ne pas oser ou vouloir dire certaines choses parce que je ne veux pas montrer ma vulnérabilité. Donc, vous voyez, il y a plein de bonnes ou mauvaises raisons qui font que nous communiquons en fait très souvent que très peu. Et donc, le postulat ici de la méthode et qui est expérimenté et que je vous invite aussi à expérimenter, c'est de dire que la méthode d'ouverture à soi et d'ouverture à l'autre dans l'authenticité, c'est une méthode de résolution des problèmes humains et d'amélioration de l'efficacité personnelle et collective. Voilà. Alors, c'est vrai que, et sans doute vous avez cette expérience, pensez un peu à une relation difficile avec quelqu'un, que vous avez avec quelqu'un. Hein, quelle sera votre tendance, hein, je dirais, moi, honnêtement, ma tendance, c'est souvent que j'ai tendance à dire de moins en moins et à communiquer le moins possible. Parce que comme c'est inconfortable, c'est difficile. Je vais me protéger en communiquant le moins possible. Mais en faisant ça, en même temps, je ne me donne pas les moyens de résoudre le problème relationnel. Et par ailleurs, quand je me rends compte qu'à un moment donné, dans des conditions pas n'importe quand et n'importe comment, hein, nous y reviendrons, mais dans un contexte que je pense favorable, quand j'ose parler vrai à l'autre, tout en le respectant, eh bien à ce moment-là, c'est vraiment un moment qui permet souvent de lever des malentendus, tout simplement, ou bien, je dirais, de créer une relation authentique et de confiance avec l'autre. Et donc voilà, donc la formule, l'ouverture est le grand simplificateur des difficultés personnelles et interpersonnelles. Alors, je vous propose ici, alors j'ai mis technique de communication ouverte. En même temps, j'ai une recommandation très forte que je vous partage, parce que c'est pas, avant d'être une technique de communication, je préconise que ce soit une technique de prise de conscience. Euh, les techniques de communication, vous savez bien, il y a des bouquins entiers dans les librairies et les techniques de communication, avec des techniques de communication, et généralement, les techniques de communication, nous les connaissons. Elles sont en général aussi intellectuellement très simples à comprendre. Vous prenez des grandes techniques classiques dans le mode de la communication, le desk, etc. Mais la communication non violente, bon, il y a un peu comme ici, comme je vous montre ici, des étapes, et intellectuellement, c'est facile à comprendre. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, il m'arrive encore, et même à mon âge, dans certaines situations, de me retrouver vraiment confrontée au fait que, même si je sais que je devrais le dire d'une certaine façon, eh bien, je pars au quart de tour. Donc, vous voyez, la difficulté, c'est pas, c'est de faire ce travail sur soi pour développer cette capacité de gérer mon émotionnel dans des situations de tension et de conflit. Alors, l'approche ici qui vous est proposée, en fait, c'est une approche de développer les niveaux de conscience. Ne pas rester uniquement centré sur vouloir dire à l'autre cette quatre vérités. Si je m'arrête au niveau 1 et que je suis uniquement dans les reproches, ben, je ne vais pas vraiment faire avancer la situation. Donc mais en même temps, c'est important de pouvoir partir de là et de pouvoir admettre que les comportements de l'autre ne me satisfont pas, pas toujours. Et donc de pouvoir dire, tiens, dans cette situation-là, tu n'as pas reconnu mon travail, tu ne m'as pas fait un feedback, ou bien tu ne m'as pas repris dans les auteurs ou les contributeurs dans ce travail. Et à ce moment-là, je me suis sentie frustrée et en colère. Vous voyez, les 1, 2, 3 vont souvent ensemble. Là, on est au niveau du factuel et de pouvoir exprimer, je dirais, le vécu par rapport à un comportement de l'autre qui ne me convient pas. Donc, tant qu'on en reste là, c'est déjà bien, mais on en reste très centré sur l'autre, sur ce qu'il a fait et qui ne me convient pas. Le niveau 4 et 5, c'est ça qui crée la différence. C'est d'être capable, dans cette situation où j'en veux à l'autre parce qu'il n'a pas reconnu mon travail, mais dans cette situation-là, d'imaginer ce que l'autre peut penser de moi à ce moment-là où je lui en veux. Quand je lui en veux et que je suis en colère parce qu'il n'a pas reconnu mon travail, qu'il ne m'a pas reprise comme contributeur, qu'est-ce que j'imagine qu'il pense de moi quand je lui en veux tellement? Eh bien, j'imagine que je ne suis pas importante à ses yeux, que je suis pas assez importante à ses yeux, parce que s'il pensait que j'étais importante à ses yeux, il aurait tenu compte de moi et il m'aurait intégré dans
dans les contributeurs. Donc, oui, et donc, c'est ce que j'imagine qu'ils pensent de moi à ce moment-là, c'est quelque chose de négatif à mon sujet. C'est ce que j'imagine. Et qu'à ce moment-là, quand j'imagine que je ne suis pas importante à ses yeux, là, à ce moment-là, ça me renvoie à une de mes peurs archaïques que nous avons tous en tant qu'êtres humains, c'est ma peur d'être ignoré. Et ça, c'est une peur insupportable. Donc, vous voyez, c'est de se rendre compte que plus j'en veux à quelqu'un, plus une relation est difficile, en général, c'est pas par hasard. C'est que ce qui se joue dans la relation avec cette personne, c'est que je me laisse accrocher inconsciemment par son comportement. Son comportement me renvoie à des fragilités et à des vieilles peurs que nous gardons tous en nous comme des, j'ai envie de dire, comme des kystes. Hein. On a enquisté nos vieilles peurs archaïques, la peur d'être ignoré, la peur d'être humilié, la peur de ne plus être aimé. Toutes ces peurs-là sont des peurs archaïques que nous avons tous vécues les uns les autres en tant qu'êtres humains et qu'on a enquistées. Donc voilà. Donc, à partir du moment où, dans la relation à l'autre, c'est pour ça qu'on parle d'ouverture à soi et à l'autre, je suis à même et j'ai le courage de parler à l'autre et de partager ma vulnérabilité. À ce moment-là, il y a une transformation qui se réalise et il y a une confiance qui peut se créer. Alors, donc là, c'est l'expression. Donc, c'est développer la conscience de soi pour pouvoir partager à l'autre en quoi une relation problématique me renvoie en fait à ma responsabilité, à moi, à une de mes fragilités. Et puis, il y a une autre dynamique, puisque la relation, nous sommes deux au minimum. Donc, il y a aussi s'ouvrir à la conscience de l'autre, dans l'écoute. Et là, c'est un autre exercice. Tout le monde parle de l'écoute. Moi, souvent, quand on demande aux gens les qualités, les compétences pour être un bon leader, un bon manager, très souvent, l'écoute vient en premier. Donc, tout le monde le sait que l'écoute est important. Et en même temps, pour moi, et ça a l'air simple, et en même temps, pour moi, ça reste un exercice excessivement difficile, surtout quand je suis dans une relation où j'ai l'impression que j'ai tout à fait raison et que c'est l'autre qui a tort, qu'il est complètement à côté de la plaque. Et donc, c'est très difficile pour moi à ce moment-là de rester dans l'ouverture et de sa réalité à lui. Et donc à ce moment-là, je vous montre ici, vous la connaissez, c'est très connu, vous la connaissez certainement, hein, ce dessin avec les vases. Et en fait, pour moi, c'est de vous dire, ça peut être vraiment, et en tout cas pour moi, c'est un moyen de me rappeler, quand je suis dans une relation, un conflit avec quelqu'un où j'ai l'impression, je suis convaincue que j'ai raison et que c'est lui qui a tort, de repenser à ce dessin et ce qu'il permet de tirer comme conclusion. C'est qu'en fait, chacun, on a notre propre vision de la réalité. Et donc, on ne peut pas, il est impossible en tant qu'être humain d'appréhender le réel sans les filtres de ses perceptions. Et donc ici, il y a moyen de voir les vases et il y a moyen de voir les visages. Et donc, c'est qui est-ce qui a tort, qui a raison? C'est ni l'un ni l'autre. L'enjeu n'est plus d'avoir tort ou raison, mais l'enjeu est si moi je vois les vases et que l'autre me dit, mais non, c'est pas des vases, ce sont des visages, c'est de s'ouvrir justement à la vision de l'autre et dire, explique-moi comment tu vois les vases. Et puis à un moment donné, ça va être l'insight, ça va être la révélation. Je vais dire, mais ah oui, je vois. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'aurais élargi mon champ de compréhension, mon champ de vision de la réalité. Et que c'est ça, c'est cet exercice-là qui permet, je dirais, de s'enrichir de nos différences et d'être créatif dans une recherche de solutions qui sera, je dirais, qui intégrera les visions des uns des autres. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu qui était tellement exemplaire de cette réalité. J'accompagnais de la maintenance dans une usine. Et il y avait un problème dans l'usine qui perdurait. Et les électriciens disaient, mais non, c'est un problème mécanique. Et les mécaniciens disaient, mais non, c'est un problème d'électricien. Et donc, et ça durait depuis des mois, et ce problème était toujours là. Et un jour, je dis, mais écoutez, ce serait peut-être intéressant d'aller tous les deux sur place en tant que professionnels et d'essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe dans ce problème. Et donc, ils sont revenus à la session suivante, ils m'ont dit, tu sais quoi, Béatrice, c'était ni un problème électrique, ni un problème mécanique, c'était les deux à la fois. Donc, et vous voyez, ça, c'est aussi un point très important pour comprendre et gérer la complexité, c'est de sortir de ça blanc ou noir, mais c'est blanc et noir. Voilà, donc ça, c'est dans l'écoute et la communication, cette approche-là me paraît très utile et efficace. Donc, vous voyez que l'ouverture, c'est donc un échange.
Et quand nous sommes dans cette ouverture, dans cette authenticité, dans exprimer avec lucidité ce que je reçois et de s'ouvrir à la réalité de l'autre, eh bien, nous élargissons nos champs d'options pour résoudre les problèmes. Voilà. Alors, je vais ici maintenant, vous voyez un dessin avec deux personnages, A et B, et A et B sont en conflit, ils ont un problème entre eux. Voilà, et donc maintenant, il y a une question qui va vous être posée. Voilà, et donc la question est, quelles sont les responsabilités de A et de B dans ce problème, dans ce conflit? Donc pour vous, est-ce que c'est plutôt 40% de responsabilité pour A et 60 pour B? Est-ce que c'est plutôt 60 pour A et 40 pour B? 50-50 ou bien autre pourcentage? Voilà. Quel est votre avis là-dessus euh, sur, sur cette situation? Qui est responsable? Comment répartissez-vous ces responsabilités entre A et B? Qui est le plus responsable? Hmm. Alors, on attend encore un peu pour avoir encore un peu de réponse. Un peu de réponse. Encore un peu de réponse. OK. Les dernières réponses. Alors, attention, vous allez avoir votre résultat. Voilà, votre résultat va s'afficher. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ah, voilà, 50-50, voilà, les 67% pour 50-50. Et très peu, ah oui, non, non, vraiment, là, ça c'est une grosse majorité. Et les autres il y a 5% de autres pourcentages. Évidemment, dans l'approche que nous avons ici, je n'aurai pas malheureusement votre réponse. Mais donc, 50-50, je dirais, ça correspond déjà pour moi à une belle maturité dont vous faites preuve, c'est-à-dire vous répartissez la responsabilité entre les deux personnes. Et donc, pour moi, c'est déjà très révélateur de votre vision que je partage aussi, qu'une relation, c'est systémique. C'est-à-dire que si je vous pose la question, qui est le premier de l'œuf et de la poule? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Hein? C'est l'œuf ou la poule? Oui, de nouveau, la question n'est pas pertinente. Hein? La question est plutôt de se dire, OK, puisqu'on est en interaction, comment chacun contribuons-nous et comment pouvons-nous modifier notre contribution pour améliorer notre relation. Donc les 50-50, c'est déjà une excellente, pour moi, maturité. Et je vais vous proposer une autre réponse. Et l'autre réponse, c'est les 100% de co-responsabilité. 100% de co-responsabilité. Et la question que je vous pose, c'est, à votre avis, en quoi c'est utile de se dire que c'est 100% de co-responsabilité par rapport à votre réponse majoritaire 50-50, hein? Mais de se dire c'est 100% de co-responsabilité. Qu'est-ce que ça change et en quoi ça peut être utile de se dire 100% de co-responsabilité? OK. Alors, la réponse ou la réponse à la question, attendez, voilà, ça nous renvoie à ce principe du choix. Je vous ai dit, c'est le deuxième pilier, le deuxième concept, deuxième pilier et concept qui est utile pour développer notre transformation personnelle. Donc, dans le principe du choix, c'est de se dire, quand je me dis 100% de co-responsabilité, mon enjeu n'est plus de trouver le coupable. Mon enjeu n'est plus de chercher à prouver que c'est le qui a tort et moi qui ai raison. Pensez un peu dans les entreprises, le temps passé à chercher les coupables. Le temps passé à chercher. Et si on consacrait ce temps plutôt à chercher ensemble une solution, en unissant nos visions et nos compétences sur le problème. Donc, dans le principe du choix, il y a deux grandes attitudes. Ou bien une attitude de déresponsabilisation, en disant, moi, c'est à cause de l'autre. Hein. C'est toujours à cause de l'autre. Et c'est vrai que c'est plus facile et confortable. Je vous avouerai que à certains moments, j'y suis aussi. Hein, plus facile de dire, mais enfin, vraiment, dans cette situation-là, non, là, vraiment, c'est vraiment à cause de l'autre.
Et puis il y a une autre attitude, c'est de se dire, ok, l'autre a eu ce comportement, il a fait ça, il m'a quitté, il m'a fait ceci, il m'a fait ça, ok, mais j'ai le choix de ma réaction face à l'autre. Et là, je reprends ma responsabilité, ma liberté d'être humain. Et je crois qu'en tant qu'être humain, on est au cœur aussi des enjeux existentiels. Et de se dire qu'en tant qu'être humain, ce qui nous différencie, c'est justement cette liberté de penser que nous avons. Et donc de choisir la réaction, de choisir le choix de notre réaction face à une situation. C'est pas le choix de la toute-puissance. Je ne me dis pas que j'ai le pouvoir sur tout. Hein, loin s'en faut, loin s'en faut. Mais quand si par malheur, à un moment donné, je suis confrontée à une épreuve, à quelque chose de difficile, voilà, j'ai le choix de ma rêve. Quel sens je vais donner à cette situation-là? Et donc, c'est vraiment, ici, cette approche n'est pas du tout je dirais, pour dire c'est vrai ou c'est faux. C'est juste vous présenter ça pour se dire, OK, dans les situations de vie, si je me dis que j'ai la capacité de choisir ma réaction, c'est de me donner, je dirais, de me donner le maximum de possibilités d'utiliser mes ressources et mon potentiel en tant qu'être humain. Et donc voilà, c'est vraiment avec ce choix, on est vraiment au cœur de nos enjeux existentiels. Et donc avec le choix, donc nous terminons là, je dirais le point 1 dans le parcours avec l'exploration du concept d'ouverture et l'exploration du choix. Ok, alors je vois qu'il est temps que je passe maintenant à approfondir la connaissance de soi. Donc là, il y a trois, en fait, Will Schultz a identifié trois grandes dimensions comportementales, inclusion, contrôle, ouverture. En fait, si je reprends le tableau, je ne vais pas pouvoir vous le donner dans le détail, mais l'expliquer dans le détail, mais simplement vous avez la vision globale là, comment je fonctionne en tant qu'être humain dans mes comportements, avec mes sentiments sous-jacents et mes peurs archaïques. Si je prends on parle des comportements, donc la ligne de dessus horizontale, il y a les grands types de comportements. L'inclusion, c'est dans quelle mesure je me sens dedans ou dehors. Comment je gère mes contacts. Est-ce que j'aime bien le contact? Et ça renvoie aussi à introverti, extraverti qui a un axe bien connu. Et donc, où je place mon curseur de 0 à 9? Est-ce que ma préférence est plutôt peu de contact, qu'on me fiche la paix dans mon bureau et je serai le plus créatif, ou bien c'est mes idées me viennent quand je discute avec les autres. Mon curseur plutôt vers 9. C'est pas bien ou mal, mais c'est simplement de savoir où est ma préférence. Sur le contrôle, est-ce que je préfère quand les autres me disent ce qu'il faut faire? Hein, moi, je trouve que c'est intéressant de me laisser guider et que voilà, je trouve que je fais bien ce qu'on me dit de faire et c'est ok. Ou bien ma préférence, c'est plutôt l'axe sur le curseur 29, c'est quand c'est moi qui suis aux commandes, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis ce qu'il faut faire. Et idem pour l'ouverture. Est-ce que je préfère interpersonnel qu'on reste à un niveau de surface, hein, les grands sujets dont on débat, mais où on ne s'implique pas personnellement, ou bien je préfère peut-être moins de contact, mais quand il y a un contact, je préfère être plus en profondeur. Donc, vous voyez, c'est de voir quelles sont mes préférences dans ces trois dimensions comportementales. Et de se rendre compte maintenant, si je vais en dessous de la ligne de flottaison de l'iceberg, si je prends le comportement d'inclusion, qu'à certains moments, si je me sens pas vraiment important, c'est-à-dire, je me sens pas vraiment le droit d'avoir ma place au même titre que les autres, je vais pas me sentir important, hein, parce que je vais être envoyée à ma peur d'être ignorée. On fait pas attention à moi. Par exemple, une réunion, on ne m'invite pas à une réunion. Hein, eh bien, je vais avoir peut-être tendance à être reconfrontée, réaviver cette peur d'être ignorée, de ne pas me sentir important au même titre que les autres. Et donc, dans mes comportements, vous voyez, si on remonte vers les comportements, ou bien je vais me dire à ce moment-là, moi, je reste en retrait. Hein, comme ça, je ne vais pas me faire rejeter une prochaine fois, ou bien je vais en faire trop et je vais être trop dans les comportements. Donc, vous voyez qu'en fonction des ressentis, je prends la même chose, je vais avoir des stratégies de comportement qui peuvent être à l'opposé. Si je prends maintenant l'axe du contrôle, si à un moment donné, je ne me sens pas vraiment compétent, que je me dis que l'autre c'est mieux que moi, ou bien ou bien qu'on m'a donné une évaluation qui était pas top, je me sens pas compétent, donc je suis renvoyée à cette peur d'être humiliée, c'est insupportable. Et donc à ce moment-là, dans mon comportement, ou bien je vais me dire, ah mais le chef c'est vous qui décidez, donc moi, hein, voilà, donc je vais
une bonne protection, c'est de ne pas prendre mes responsabilités, de ne pas, ou bien je vais verrouiller, je vais jouer au petit chef et je vais, pour empêcher l'autre de venir mettre le doigt sur mes failles. Idem au niveau de l'ouverture. Si à un moment donné, bon, quelqu'un m'aime plus, me quitte, ou bien au boulot, il ne me trouve pas sympa, voilà, que j'ai l'impression que je me sens pas digne d'être aimée, pas aimable, pas sympa, et que je suis renvoyée à ma peur de ne plus être aimée, et bien à ce moment-là, dans mon comportement d'ouverture, je remonte de nouveau, ou bien je vais ne plus m'attacher, comme ça je vais sûrement plus souffrir d'une séparation, comme on ne m'aimera plus, ou bien, par ailleurs, à l'opposé, je vais être inlassablement en demande de dis-moi que tu m'aimes et c'est jamais assez. Donc vous voyez comment toute cette logique irrationnelle au niveau humain fonctionne. Et donc ça a un impact sur mon estime de moi. Mon estime de moi, c'est quand je me sens importante, compétente, aimable, eh bien je suis bien avec moi-même, je suis bien avec les autres. Voilà, à ce moment-là, je suis dans une estime de soi positive. Par contre, quand je ne me sens pas reconnue, quand j'ai l'impression qu'on m'ignore, qu'on ne fait pas attention à moi, que je ne suis pas importante aux yeux des autres, que je ne suis pas compétente, que les autres savent mieux que moi, ou bien qu'ils aiment mieux les autres et que moi, si je suis dans tout ce ressenti négatif, je suis en estime de moi négative. Et donc, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose, c'est un ressenti qui va impacter, je dirais, qui est le centre de ma motivation interne, qui va impacter la manière dont je vais mettre de l'énergie, dont je vais créer, réaliser. Voilà, c'est vraiment mon énergie vitale part de ce ressenti, en positif ou en négatif. C'est quelque chose qui n'est pas acquis, c'est pas un ressenti. Je suis pas en estime de moi une fois positivement et je vais résumer. C'est fluctuant, hein, donc je vais vivre ces fluctuations. Voilà. Et non, voilà. Et donc, de bien comprendre qu'en fait, quand je suis en estime de moi négative, et ça, c'est un mécanisme qui est très important, parce que c'est quand je me sens en estime de moi négative et que je n'en suis pas consciente, je vais mettre en place des mécanismes de protection, de défense pour me protéger, pour ne pas ressentir ces peurs qui sont des peurs insupportables. Et donc, pour ne pas les ressentir, je me remercie d'avoir trouvé des manières de ne pas les sentir. Et donc ça, toutes ces protections-là sont des rigidités de comportement qui me permettent de me protéger de mes peurs, mais qui ne me protègent pas des autres. Et c'est comme si je continuais à me promener maintenant avec une armure en temps de paix. Ces protections étaient utiles quand j'étais vraiment dans la situation, je dirais, de survie à un âge précoce dans ma vie. Et maintenant, si quelqu'un ne m'aime plus, c'est pas vital. Si quelqu'un ne me trouve, je dirais, si je fais une erreur, le monde va pas s'écouler. Oui, les enjeux ne sont plus les enjeux vitaux que j'ai connus. Donc, c'est important de prendre conscience et je vous livre ici une liste, juste la parcourir. Mais je vous montre ça pour vous rendre compte qu'en fait, beaucoup de nos comportements sont des comportements défensifs et je n'en suis même pas toujours consciente. Hein. Et donc, c'est de se rendre compte, c'est une des voies pour avancer, hein, c'est de prendre conscience du moment où, de manière inconsciente, j'ai mis en place un de ces comportements. Hein. Quand j'en veux aux autres, quand je suis cynique, quand je me moque des autres, quand je deviens confuse, que je ne sais plus mettre une idée en place, tout ça, c'est parce que je ne sais plus gérer mon émotionnel. Donc, si je suis trop gentille, que j'ai peur de déplaire aux autres, si je lance des vannes à tout moment et des jugements négatifs, voyez, tous ces comportements-là, de les identifier, de les repérer comme des comportements défensifs, des rigidités comportementales qui nous empêchent, que nous mettons en place quand nous sommes en estime de moi négative. Et voilà, donc, et l'enjeu, il y a un enjeu très important dans le monde des entreprises, et je dirais dans le monde plus large, c'est que quand je suis donc en estime de moi négative, et ça, je dirais ce qui est que je mets en place mes rigidités comportementales. Et les rigidités, c'est un postulat, une hypothèse, hein, et voyez un peu comment vous l'appréciez vous dans votre réalité. Mais l'hypothèse, ce sont les freins majeurs aux performances individuelles et collectives dans les organisations. Tous les dysfonctionnements, les silos, tous les dysfonctionnements, je dirais les blâmes, le manque de reconnaissance, tous les dysfonctionnements dans l'entreprise sont liés à des comportements, à des rigidités comportementales. Et par ailleurs, hein, de se dire que l'estime de soi positive, c'est ce qui procure l'agilité relationnelle. Je ne vais plus me sentir, je dirais, dans des réactions défensives liées à des peurs archaïques qui n'ont plus lieu d'être. Mais je vais être bien avec moi-même, ok avec les autres, en m'acceptant, parce que c'est ça l'essentiel. L'estime de soi, c'est s'accepter dans ses forces et dans ses fragilités.
Et donc, c'est OK de faire une erreur. Je ne vais pas me sentir moins compétente si je fais une erreur. Je peux me sentir compétente, j'irai tout en faisant une erreur. Je peux très bien être gentille avec les autres, prendre soin des autres, si je prends également soin de moi. Donc, je trouve un équilibre. Donc, c'est m'accepter aussi, au même titre du fait que j'accepte les autres. Et donc, je termine avec ces slides-là. C'est donc pour vous dire que pour fortifier mon estime de moi-même, il y a une voie royale, c'est de se donner des options. Justement parce que devenir adulte, il ne faut plus attendre que les autres, il faut arrêter de se laisser définir par le regard de l'autre et se donner à soi-même les permissions qu'on n'a pas suffisamment intégrées. La permission de prendre soin de soi, autant que des autres, la permission de mettre une limite, la permission d'exprimer un sentiment, une vulnérabilité, toutes les permissions, ça c'est notre job d'adulte, c'est de nous donner ces permissions pour fortifier notre estime de nous-mêmes. Et pour aider les autres à fortifier leur estime d'eux-mêmes, c'est de voir qu'est-ce que je vais faire. J'ai pas une baguette magique, donc c'est à eux à faire le job. Mais qu'est-ce que je peux faire moi pour les aider à se sentir important, compétent, aimable. Quand un nouveau arrive dans l'équipe, eh bien de marquer le fait et de l'introduire, de l'inclure dans l'équipe. La compétence, de lui confier des responsabilités en délégation et de lui faire confiance dans sa compétence tout en le guidant, et dire à quelqu'un que je l'apprécie et que je le trouve sympathique et que j'ai du plaisir à être avec lui. Et ça, c'est toutes des choses, des actions, des permissions que je peux donner à l'autre pour l'aider à fortifier son estime de vous-même. Et voilà, conclusion toute simple, c'est de dire que l'estime de soi, c'est tout, et c'est pas un acquis. Pour moi, je vous dis, c'est un travail de toute une vie. C'est vraiment de fortifier, je dirais, cette acceptation de nous-mêmes dans nos forces et nos fragilités et celle de l'autre aussi, pour donner le meilleur de nous-mêmes et faire partager le meilleur de nous-mêmes. Voilà, merci pour votre écoute lors de ce webinaire. Avez-vous des questions? Voilà, si vous avez des questions, on peut prendre un temps maintenant. Voilà, alors, je vois une question. De quelle manière entraînez-vous les managers ancrés dans une structure pyramidale et de pouvoir vers l'ouverture et l'émotionnel? Comment déverrouillez-vous le contrôle permanent? Écoutez, c'est une excellente question. Vous êtes au cœur des enjeux là, parce qu'en fait, c'est vraiment instaurer une culture d'ouverture. C'est vraiment c'est créer ce shift de culture des organisations, passer de la structure pyramidale hiérarchique avec les enjeux d'un pouvoir hiérarchique à une culture d'ouverture et de co-responsabilité et de confiance. Et donc là, je dirais, ça commence par, je dirais, chacun, les responsables et chacun aussi, les collaborateurs, c'est justement d'être agile sur l'axe du contrôle et de ne pas s'accrocher de manière rigide au pouvoir. Et vous voyez la différence entre un chef et un petit chef. Le petit chef, il est rigide, il a besoin du pouvoir pour montrer qu'il vaut quelque chose. Et donc là, il n'a pas encore, je dirais, acquis la maturité pour être cette agilité. Aussi, je suis là. Donc, merci. Okay. Bon. Alors, quelle action pour renforcer son estime de soi? Voilà. Alors, il y en a, oui, comme vous avez mis au pluriel, hein, parce que c'est vrai que je vous en ai donné, mais très brièvement, des pistes. Hein. C'est d'abord se donner des permissions et puis avoir le courage de faire des choses autrement que ce que j'ai l'habitude de faire pour me respecter moi, pour m'accepter moi et tout en acceptant l'autre. Voilà. Ouais. Encore une question. Oui, c'est une méthode avant tout personnelle, une prise de conscience de soi, comment la diffuser auprès de personnes de l'organisation. Ok. Alors, c'est vrai que je crois fondamentalement dans la contagion positive. C'est vrai qu'à certains moments, je peux me sentir découragée aussi en me disant, mais comment faire évoluer toute une organisation? Mais je crois qu'en commençant par soi, on crée une dynamique contagieuse positive. Et ne fût-ce que dans votre équipe, dans votre entité de travail, là, vous avez déjà une marge de manœuvre et un périmètre pour développer cette culture d'ouverture. Et j'ai vu un DRH, pas plus tard qu'hier, qui me disait, et sa conviction, c'était l'humain, plus c'est humain et plus c'est efficace durablement. Et donc, je veux dire, moi, cette conviction-là m'a fort touchée. C'est dire, plus je suis dans l'humain, plus je peux créer de l'efficacité durablement. Voilà, merci beaucoup à vous. Encore une? Une ou deux. Alors, est-ce que cette méthode est adaptée pour toute personnalité? Oui, sûrement, puisqu'en fait,
Et votre question est très intéressante parce que la personnalité, je dirais, le but n'est pas de changer. Restons qui nous sommes. Je dis, ce qui est merveilleux, c'est que chacun de nous sommes uniques et irremplaçables avec notre personnalité. Le tout, c'est de développer notre conscience de nous, parce que nous avons tous les défauts de nos qualités. Donc, voilà, donc j'aime bien cette phrase parce que c'est quand nous utilisons nos qualités en excès que nous devenons rigides. Donc voilà. Et la dernière? Voilà. Alors, c'est une méthode. Oui, la contagion positive pour la question. J'ai déjà eu cette question. Oui. Voilà. Ah. Quelle différence faites-vous entre estime de soi et confiance en soi? Aussi, excellente question. Alors, la différence que j'ai, l'estime de soi est beaucoup plus profonde. L'estime de soi, elle s'enracine vraiment au cœur de nous-mêmes et il faut développer le champ de conscience pour aller suffisamment profondément dans son inconscient. La confiance en soi est quelque chose de plus superficiel, plus en surface. Dernière question. Alors, avez-vous un ouvrage à recommander, c'est ça? Un ouvrage, il y a le livre de Will Schultz qui a été traduit il n'y a pas tellement longtemps en français, mais je ne vous le conseille pas parce il est indigeste à lire. Mais en fait, il y a un livre, c'est Leadership et confiance chez Duno, qui reprend toute la méthode, qui décrit toute la méthode de l'élément humain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le livre que je vous recommande si vous voulez en savoir plus. Et puis, il y a les séminaires sur aussi. Voilà. Merci à vous tous de m'avoir écouté et merci pour vos questions. Et bonne route à tous avec ce focus sur l'humain et continuer à croire en l'humain. Merci à vous.